Bonjour, je m'appelle Léna et j'ai 32 ans. Je travaille comme analyste financière ici à Lyon. Au réveillon de Noël dernier, j'étais assise à la table de ma famille, entourée de tantes, d'oncles et de cousins, lorsque ma mère s'est levée et a dit quelque chose qui a tout changé entre nous pour toujours. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a annoncé à toute la pièce que j'étais le mouton noir de notre famille. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, y compris moi-même. Voyez-vous, pendant des années, j'avais été celle qui, discrètement, maintenait notre famille à flot financièrement, et personne ne connaissait la vérité sur qui soutenait réellement qui. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus d'histoires de vie réelle. Croyez-moi, ce qui va suivre vous montrera exactement pourquoi se défendre signifie parfois révéler des vérités qui changent tout. En grandissant dans notre modeste maison de 4 pièces rue de l'Érable, dans la banlieue de Lyon, j'ai appris très tôt que je vivrais toujours dans l'ombre de mon frère aîné, Marc. Depuis notre enfance, tout tournait autour de lui. Marc avait 3 ans de plus que moi, et il avait ce charisme naturel qui attirait les gens à lui, comme des papillons vers une flamme. Il était le capitaine vedette de notre équipe de rugby au lycée. Le genre de garçon qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et devenir instantanément le centre de l'attention. Je me souviens d'innombrables vendredis soirs à regarder depuis les gradins pendant que nos parents criaient plus fort pour Marc que n'importe qui d'autre dans le stade. Maman portait le numéro de son maillot peint sur sa joue et papa arpentait la ligne de touche comme s'il entraînait l'U, et même l'équipe. Pendant ce temps, j'étais assise là avec mes devoirs, essayant de finir mes dissertations pour le bac sous les lumières du stade. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère ? Est devenue la bande-son de mon enfance. Quand Marc ramenait un 12/20 et une histoire sur l'essai victorieux qu'il avait marqué, mes parents célébraient avec son dîner préféré. Quand je ramenais des 18/20 et la nouvelle que j'avais été sélectionnée pour le club de débat, j'avais droit à un distrait « C'est bien, ma chérie ». Tandis qu'il discutait des perspectives de recrutement de Marc dans des clubs universitaires, les différences entre nous devenaient plus prononcées en grandissant. Marc s'épanouissait dans les situations sociales, les fêtes, et en étant l'âme de chaque rassemblement. Je préférais les livres, les conversations tranquilles et le fait de réfléchir avant de parler. Là où il voyait un public, je voyais la solitude. Là où il trouvait de l'énergie dans la foule, je trouvais la paix dans les bibliothèques. Pendant mon année de terminale, j'ai reçu une mention « très bien » à mon baccalauréat. J'ai passé des semaines à préparer un petit discours pour la remise des prix du lycée, un discours sur la persévérance et la recherche de sa propre voie. La veille de la cérémonie, maman et papa étaient plus préoccupés par le fait d'avoir de bonnes photos de Marc recevant son prix de meilleur joueur de l'année que par mon discours. « Essaie de ne pas parler trop longtemps, Léna », a dit maman en ajustant la cravate de Marc. « Les gens voudront aller au pot. » J'ai prononcé ce discours devant un public distrait, regardant les membres de ma famille chuchoter entre eux et vérifier leur téléphone. Quand j'ai terminé, il y a eu des applaudissements polis. Quand le nom de Marc a été appelé 20 minutes plus tard, toute notre section familiale a éclaté en acclamations et en siffles. Et ce moment m'a appris quelque chose d'important sur ma place dans notre hiérarchie familiale. La planification des études supérieures a encore plus révélé où se trouvaient les priorités de nos parents. Marc a été accepté à l'Université de Lyon avec une bourse sportive partielle pour le rugby. Et soudainement, notre maison est devenue le quartier général de la planification de son avenir. Maman a passé des heures à rechercher les essentiels pour sa chambre en résidence universitaire et les forfaits repas du Crous. Papa parlait sans cesse de la saison des matchs universitaires
et de sa fierté d'avoir un futur champion dans la famille. Quand est venu le temps de mes propres inscriptions sur Parcoursup, la conversation a été complètement différente. Un IUT est un choix financier intelligent, a expliqué papa quand je l'ai interrogé sur les universités et les écoles de commerce. Tu peux obtenir un diplôme solide pour la moitié du prix. Ce qu'il n'a pas dit, mais que j'ai parfaitement compris, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour que nous ayons tous les deux l'expérience complète des études supérieures. Alors, pendant que Marc partait pour Lyon avec un nouvel ordinateur portable, un mini-frigo et assez d'argent de poche pour durer un semestre, je me suis inscrite à l'IUT local en gestion des entreprises et des administrations, et j'ai pris un travail à la librairie du campus. Je travaillais les mardis et jeudis soirs, plus les week-ends, juste pour couvrir mes manuels et l'essence. Malgré les défis, je me suis jetée dans mes études avec une détermination qui m'a surprise moi-même. L'IUT n'avait peut-être pas le prestige d'une grande école, mais j'allais profiter de chaque opportunité qu'il offrait. J'ai rejoint l'association des étudiants, j'ai donné des cours de soutien en mathématiques aux étudiants en difficulté, et j'ai maintenu une moyenne parfaite de 18 sur 20. TR. Availler à la librairie s'est avéré être une bénédiction déguisée. Madame Fournier, la gérante, avait une formation en commerce et m'a prise sous son aile. Elle m'a appris la gestion des stocks, les marges bénéficiaires et les principes de base de la comptabilité. Plus important encore, elle a vu en moi un potentiel que ma propre famille avait négligé pendant des années. « Vous avez une tête pour les chiffres, Léna », m'a-t-elle dit un après-midi alors que je clôturais la caisse avec une précision parfaite pour le 15e jour consécutif. Avez-vous envisagé d'étudier la finance ou la comptabilité? Jusqu'à ce moment, j'avais prévu de m'orienter vers l'enseignement, pensant que c'était un choix sûr et pratique. Mais la suggestion de Madame Fournier a planté une graine qui allait finalement changer toute la trajectoire de ma vie. Pendant ce temps, Marc profitait pleinement de sa vie à l'Université de Lyon. Ses publications sur les réseaux UX sociaux montraient des fêtes constantes, des matchs de rugby et ce qui ressemblait à un flux ininterrompu d'activités amusantes. Les rares fois où il appelait à la maison, c'était généralement pour demander plus d'argent ou pour partager une histoire excitante sur la vie sur le campus. Nos parents buvaient chacune de ses paroles, vivant par procuration son expérience universitaire. Mais quelque chose changeait dans ces conversations. Dès sa 2e année, les appels de Marc sont devenus moins fréquents et plus axés sur les besoins financiers. Le forfait repas du Crous ne couvre pas tout, expliquait-il. Et les manuels sont bien plus chers que ce que nous pensions. Papa grommelait à propos des coûts, mais d'une manière ou d'une autre, l'argent apparaissait toujours. Pendant ma 2e année à l'IUT, j'ai été acceptée en licence dans une bonne université avec un excellent programme de commerce. J'avais économisé assez d'argent de mon travail à la librairie pour couvrir le 1er semestre, et j'ai obtenu plusieurs bourses d'études basées sur mes notes. Pour la première fois de ma vie, je me sentais fière de quelque chose que j'avais accompli entièrement par moi-même. La transition vers la vie universitaire était exactement ce que j'avais espéré. Mes professeurs me mettaient au défi d'une manière que je n'avais pas anticipée, et j'ai découvert que j'avais un réel talent pour l'analyse financière. Je pouvais regarder les états financiers d'une entreprise et repérer des tendances que d'autres étudiants manquaient. Les chiffres racontèrent des histoires, et je devenais de plus en plus à l'aise dans leur langage. Pendant ma 3e année, j'ai décroché un stage dans un cabinet d'investissement régional. Le travail était exigeant, mais j'ai adoré chaque minute. J'analysais les tendances du marché, préparais des rapports pour les analystes seniors et apprenais la GE. Question de portefeuille auprès de professionnels qui respectaient réellement mes opinions. Pendant 8 heures par jour, je n'étais pas la petite sœur négligée. J'étais Léna, la stagiaire à l'esprit analytique aiguisé et à la forte éthique de travail. À peu près à la même époque, l'entreprise de construction de mon père a commencé à faire face à de sérieuses difficultés. Le marché immobilier ralentissait et il avait du mal à trouver des chantiers réguliers.
Je pouvais entendre le stress dans la voix de maman lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires. Bien qu'elle ait essayé de le cacher derrière des nouvelles sur les dernières réalisations de Marc. « Ton frère pense à changer de filière », a-t-elle mentionné un dimanche après-midi. Il n'est pas sûr que l'ingénierie soit ce qui lui convient. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est que Marc avait déjà changé de filière 2 fois et était maintenant dans sa 5e année sans date de diplôme CL. R en vue. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel en larmes de maman. « Ma chérie, je déteste te demander, mais nous avons des problèmes avec le remboursement du prêt immobilier ce mois-ci. Le travail de ton père a été si lent et avec toutes les dépenses pour l'éducation de Marc. » Sa voix s'est éteinte et je pouvais entendre la gêne dans le silence. Sans hésiter, j'ai viré 500 € de mon compte d'épargne au leur. C'était de l'argent que j'avais économisé pour la caution de mon propre appartement. Mais la famille passe avant tout, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour me rembourser, lui ai-je dit. Je suis juste contente de pouvoir aider. Cet appel téléphonique a établi un schéma qui définirait les prochaines années de ma vie. Tous les quelques mois, il y aurait une autre crise, une autre urgence, une autre situation où ma famille avait besoin d'aide financière. Et chaque fois, j'intervenais sans poser de questions. Après avoir obtenu mon diplôme, on m'a offert un poste à temps plein dans le cabinet d'investissement où j'avais fait mon stage. Le salaire était plus élevé que tout ce que j'avais jamais imaginé gagner, surtout pour quelqu'un qui débutait sa carrière. J'ai trouvé un petit appartement en centre-ville, acheté ma première garde-robe professionnelle, et j'ai enfin eu l'impression de construire la vie indépendante que j'avais toujours voulu. Marc, pendant ce temps, avait abandonné l'université de Lyon au cours du semestre de printemps, de ce qui aurait dû être sa dernière année. L'histoire officielle était qu'il avait besoin de se trouver et de découvrir ce qu'il voulait vraiment faire de sa vie. La réalité, comme je l'ai reconstituée à partir de diverses conversations familiales, était que ses notes avaient tellement chuté qu'il risquait l'exclusion. Il est retourné vivre dans sa chambre d'enfant, ce qui n'a plu à personne dans la maison. À 24 ans, ma RC était habituée à la liberté de la vie étudiante, et vivre de nouveau sous le toit de nos parents créait une tension constante. Il dormait jusqu'à midi, jouait aux jeux vidéo la plupart de l'après-midi et sortait avec des amis le soir. Quand papa lui a suggéré de trouver un travail, Marc a prétendu qu'il développait son réseau et cherchait la bonne opportunité. 6 mois après le début de ma carrière, l'entreprise de construction de papa a complètement fait faillite. Un gros client a déposé le bilan, laissant papa avec 30 000 € de factures impayées et aucun moyen de récupérer l'argent. Il a dû licencier ses 2 employés et vendre la plupart de son équipement juste pour payer les dettes en cours. L'appel est arrivé un mardi soir. Maman pleurait avant même de dire bonjour. « Léna, nous ne savons pas ce que nous allons faire. La banque parle de saisie immobilière et ton père est trop fier pour demander de l'aide, mais je ne vois pas et... As-ce d'autres choix? J'attendais cet appel depuis des mois. Les signes étaient évidents pour quiconque y prêtait attention. J'avais déjà fait des recherches sur les options de refinancement et j'avais un plan prêt. « Maman, de combien avez-vous besoin pour rattraper le retard sur le prêt ?» ai-je demandé, sortant un bloc-notes pour prendre des notes. 3 000 € nous mettraient à jour, mais ma chérie, nous ne pouvons pas te demander de... a-t-elle commencé. Vous ne demandez pas, je propose. Je transférerai l'argent ce soir, et je l'ai fait. 3 000 €, ce qui représentait près de 2 mois de mon salaire net, transféré électroniquement avant que je n'aille me coucher. Mais ce n'était que le début. Au cours des 6 mois suivants, je me suis retrouvée à couvrir des dépenses de plus en plus importantes pour ma famille. Les réparations de la camionnette de papa, les frais médicaux quand maman a eu besoin d'une petite intervention chirurgicale, les factures d'électricité quand la compagnie menaçait de couper le courant, les courses quand l'argent était particulièrement rare. Chaque fois, maman appelait avec des larmes dans la voix et de profondes excuses.
Chaque fois, je la rassurais en disant que la famille s'entraide et que j'étais reconnaissante d'être en mesure de contribuer. Ce que je ne réalisais pas à l'époque, c'était comment ces contributions étaient perçues par le reste de ma famille. Pendant cette période, Marc a rencontré Sarah, une femme avec qui il était allé au lycée, qui travaillait maintenant comme hygiéniste dentaire. Leur relation a évolué rapidement, et en 8 mois, ils étaient fiancés. La fête de fiançailles a eu lieu chez nos parents, et j'ai contribué à hauteur de 600 € pour la nourriture et les décorations. La planification de leur mariage est devenue une obsession familiale. Sarah avait toujours rêvé d'une grande célébration. Et malgré leurs ressources limitées, maman était déterminée à la réaliser. Il est important de commencer un mariage de la bonne manière, a-t-elle expliqué lorsque j'ai remis en question la sagesse de dépenser autant d'argent qu'ils n'avaient pas. Le budget du mariage est passé de 5 000 à 8 000, puis à 12 000 €. Chaque fois qu'il augmentait, je me retrouvais à couvrir la différence. L'acompte pour la salle de réception, le photographe, les fleurs, le bar ouvert que Marc insistait être essentiel pour une bonne fête. Je me suis dit que c'était une dépense unique, qu'aider mon frère à commencer son mariage sur des bases solides était la bonne chose à faire. Mais même en signant ces chèques, je sentais un ressentiment grandissant, que je ne pouvais pas tout à fait articuler. 3 mois après le mariage, Sarah a découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle a été accueillie avec joie par nos parents, ravis de devenir grands-parents. Mais des complications de grossesse ont entraîné des frais médicaux coûteux que leur mutuelle ne couvrait pas entièrement. Une fois de plus, mon téléphone a sonné avec une demande d'aide en larmes. Cette fois, c'était Marc qui appelait. « Léna, je sais que nous avons déjà beaucoup demandé, mais Sarah a besoin de ce traitement spécialisé, et nous devons payer 3 000 € de notre poche. Je ne demanderais pas si ce n'était pas pour le bébé. » Alors que mes contributions financières à ma famille continuaient de croître. Autre chose changeait. La dynamique lors des réunions de famille avait changé d'une manière qui me laissait de plus en plus isolée et incomprise. Ce que je pensais me vaudrait de l'appréciation et de la reconnaissance semblait au contraire créer une étrange sorte de distance. Les conversations lors des dîners de famille ont commencé à inclure des critiques subtiles sur mes choix de vie. « Léna travaille tellement ?» disait maman aux parents en vice, comme si ma réussite professionnelle était en quelque sorte malsaine. Nous craignons qu'elle ne devienne trop centrée sur l'argent et pas assez sur les relations. L'ironie était dévastatrice. J'étais là, sacrifiant ma propre sécurité financière pour soutenir ma famille. Et d'une manière ou d'une autre, on me décrivait comme quelqu'un qui se souciait trop de l'argent. Lorsque j'essayais de participer aux conversations sur les projets d'avenir de Marc et Sarah, mes suggestions étaient rejetées comme étant trop pragmatiques ou comme si je ne comprenais pas ce que c'était que d'avoir une famille. Lors d'un dîner du dimanche particulièrement mémorable, l'oncle Robert a fait une blague en disant que j'étais le robot d'entreprise de la famille. Tout le monde a ri, y compris mes parents, pendant que j'étais assise là, essayant de sourire et de faire comme si ça ne me blessait pas. Au moins, quelqu'un dans cette famille sait comment gars. « Génière de l'argent !» a ajouté tante Hélène, ce qui était apparemment censé être un compliment, mais qui ressemblait à une autre façon de dire que je n'étais pas à ma place. Marc, pendant ce temps, luttait pour trouver sa place dans le monde du travail. Il s'enthousiasmait pour des offres d'emploi, passait bien les entretiens grâce à son charisme naturel, mais avait ensuite du mal avec les réalités quotidiennes de la ponctualité et du respect des délais. Il a changé 3 fois de travail au cours de sa première année de mariage. Chaque fois, il avait une histoire sur des patrons déraisonnables ou des politiques de bureau. Après chaque perte d'emploi, il y avait une période de stress financier pour Marc et Sarah, ce qui conduisait inévitablement à un autre appel téléphonique demandant de l'aide pour le loyer ou les paiements de la voiture. Je me suis retrouvée à fournir ce qui équivalait à des allocations chômage pour mon propre frère, couvrant leurs dépenses de base pendant qu'il cherchait la prochaine opportunité.
C'est à cette époque que j'ai rencontré Thomas lors d'un événement de réseautage professionnel. Il était ingénieur en logiciel, avec un grand sens de l'humour et une perspective rafraîchissante sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Nous avons commencé à sortir ensemble et pour la première fois depuis des années, j'avais quelque chose dans ma vie qui était complètement séparé des drames continus de ma famille. Thomas était perplexe face au montant du soutien financier que je fournissais à ma famille. « Ne te méprends pas », a-t-il dit un soir, après que j'ai dû annuler nos plans de dîner pour gérer une autre crise financière familiale. « C'est généreux de ta part de les aider, mais il semble qu'ils soient devenus assez dépendants de ton assistance. » Son observation m'a dérangée, parce que je savais qu'elle était exacte. Ce qui avait commencé, une aide d'urgence, était devenu un soutien de routine. Le budget de ma famille incluait apparemment mes contributions comme une source de revenus régulière, ce qui signifiait qu'il n'avait jamais à prendre les décisions difficiles qui pourraient mener à une stabilité financière à long terme. Mais chaque fois que je soulevais des questions sur ce schéma, on me faisait sentir égoïste et ingrate. « Nous sommes une famille, Léna », disait maman. « Je suis désolée que tu vois ça comme un fardeau. » La culpabilité était écrasante. Voilà des gens que j'aimais, luttant contre de réels défis financiers, et j'étais en mesure de les aider. Comment pouvais-je être autre chose que reconnaissante de l'opportunité de redonner aux gens qui m'avaient élevé et soutenu pendant mon enfance? Ce que je ne voyais pas à l'époque, c'était comment cette dynamique affectait la façon dont ma famille me voyait et me traitait. Au lieu d'être considérée comme une fille et une sœur généreuse, je devenais le distributeur automatique de la famille. Mes opinions comptaient moins parce que ma valeur principale était financière. Mes propres objectifs et rêves devenaient secondaires aux besoins immédiats de tout le monde. Le point de rupture est survenu lorsque Marc a eu un accident avec la voiture de maman, en conduisant en état d'ivresse. Il n'a pas été gravement blessé, mais la voiture était une épave, et il y avait des frais de justice à considérer. L'alcoolisme était un secret de Polichinelle depuis des mois, mais cet incident a forcé tout le monde à reconnaître que Marc avait un vrai problème. Au lieu de s'attaquer aux problèmes sous-jacents, la réponse de la famille a été de se concentrer sur les conséquences financières immédiates. Comment maman irait-elle au travail sans voiture? Comment paierait-il l'avocat de Marc? Comment se débrouillerait-il avec un véhicule en moins? Une fois de plus, je me suis retrouvée à intervenir pour résoudre des problèmes qui n'étaient pas vraiment de ma responsabilité. J'ai aidé maman à acheter une voiture d'occasion fiable et j'ai contribué aux frais de justice de Marc. Mais cette fois, quelque chose en moi avait changé. Je commençais à me demander si mon aide aidait vraiment quelqu'un à long terme. Le réveillon de Noël qui allait tout changer a commencé comme n'importe quelle autre réunion de famille. Je suis arrivée chez mes parents avec du vin cher, des cadeaux bien pensés pour tout le monde, et ma volonté habituelle de contribuer à tout ce qui était nécessaire pour rendre la journée spéciale. J'avais appris, au fil des ans, qu'apporter de belles choses aidait à aplanir toute gêne concernant mon rôle de contributrice financière de la famille. Marc était déjà là, l'air d'avoir la gueule de bois et débraillé sur le canapé du salon. Il était retourné vivre à la maison depuis 3 mois, après la rupture de son mariage avec Sarah. L'histoire officielle était qu'il prenait du temps pour arranger les choses. Mais je savais, par les appels inquiets de maman, que Sarah en avait finalement eu assez de l'alcoolisme et du manque de fiabilité de Marc. Alors que les membres de la famille commençaient à arriver, j'ai remarqué le schéma familier des conversations qui se développaient. Tout le monde voulait entendre parler des dernières perspectives d'emploi de Marc et lui offrir des encouragements pour son avenir. Plusieurs tantes et oncles se sont fait un devoir de lui dire à quel point il avait du potentiel et à quel point ils étaient sûrs que les choses s'arrangeraient pour lui. Mes propres nouvelles ont été accueillies avec un intérêt poli,
mais peu d'enthousiasme. Quand j'ai mentionné une promotion au travail, l'oncle Robert a plaisanté sur le fait que je gravissais les échelons de l'entreprise. Quand j'ai parlé de vacances je prévoyais, la cousine Jennifer m'a demandé pourquoi je voyageais seule et si j'allais un jour me caser, comme les gens normaux. Les questions sur ma vie personnelle étaient devenues plus pointues au fil des ans. À 32 ans, j'atteignais apparemment un âge où mon célibat devenait une source d'inquiétude familiale. Peu importait que je sois financièrement indépendante, professionnellement réussie et généralement heureuse de ma vie. Le fait que je ne sois pas mariée avec des enfants signifiait que quelque chose n'allait pas chez moi. Nous nous inquiétons juste que tu passes à côté de ce qui est vraiment important, a expliqué tante Hélène pendant l'apéritif. La réussite professionnelle, c'est bien, mais la famille est ce qui compte vraiment à la fin. Je voulais souligner que j'avais donné la priorité à la famille pendant des années, juste d'une manière différente de celle qu'ils reconnaissaient. Chaque mois, depuis 4 ans, Jean voyait de l'argent à la maison. Chaque crise avait été résolue avec mon aide financière. Chaque célébration familiale avait été améliorée par mes contributions. Mais apparemment, rien de tout cela ne comptait comme mettre la famille en premier. Alors que nous nous asseyions pour le dîner, la conversation s'est naturellement tournée vers la situation de Marc. Maman a donné un compte-rendu détaillé de sa recherche d'emploi, soulignant à quel point il travaillait dur pour se remettre sur pied. Elle a parlé de ses entretiens et des retours positifs qu'il avait reçus des employeurs potentiels. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est que Marc avait été renvoyé de son dernier emploi pour s'être présenté ivre, ou que sa recherche d'emploi consistait principalement à faire défiler des annonces en ligne tout en étant allongé sur le canapé. Elle n'a pas non plus mentionné que je couvrais son assurance auto et ses factures de téléphone portable depuis 2 mois. Nous demandons juste à tout le monde de garder Marc dans vos prières, a dit maman, regardant autour de la table notre famille élargie. Il traverse une période si difficile et il a besoin de tout le soutien que nous pouvons lui donner. L'ironie était presque insupportable. Voilà ma mère qui demandait des prières et du soutien pour Marc pendant que j'étais assise là, finançant silencieusement ses frais de subsistance de base. Je fournissais un soutien réel et tangible. Mais d'une manière ou d'une autre, cela ne valait pas la peine d'être mentionné ou reconnu. Après le dîner, alors que nous nous réunissions dans le salon pour le dessert, la conversation a pris une tournure encore plus inconfortable. Les membres de la famille ont commencé à partager des souvenirs de notre enfance, nous comparant Marc et moi de manière à le peindre constamment comme le membre de la famille chaleureux et sociable, et moi comme la distante et ambitieuse. Léna était toujours si sérieuse, se souvint tante Hélène. Même petite fille, elle s'intéressait plus à ses livres qu'à jouer avec les autres enfants. Marc, en revanche, pouvait se lier d'amitié avec n'importe qui, ajouta l'oncle Robert. Il a un si bon cœur, pensant toujours aux autres. J'étais assise là, mangeant ma part de bûche de Noël et écoutant ma famille construire un récit sur nos personnalités qui ignorait complètement la réalité. Marc, qui dépendait financièrement de moi depuis des années, était celui qui pensait aux autres. Moi, qui avais tranquillement soutenu tout le monde, j'étais l'égoïste qui ne se souciait que des livres et de sa carrière. Puis est venu le moment qui allait tout changer entre ma famille et moi, pour toujours. Maman s'est levée de sa chaise, tenant sa tasse de café, et a regardé autour de la pièce tous nos parents. Elle avait cette expression sur son visage que j'avais appris à reconnaître au fil des ans. Celle qui signifiait qu'elle était sur le point de faire une annonce importante. « Vous savez » commença-t-elle, sa voix portant facilement dans la pièce silencieuse. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps à quel point mes enfants sont différents l'un de l'autre. » Elle a fait une pause, buvant une gorgée de son café, complètement inconsciente qu'elle était sur le point de faire exploser une bombe au milieu de notre réunion de famille. Marc a toujours été le cœur de cette famille.
a-t-elle poursuivi en désignant mon frère, qui était assis sur le canapé, l'air mal à l'aise d'être le centre de l'attention. Il est chaleureux, il est attentionné, il pense aux autres avant lui-même. Il est tout ce que nous aurions pu souhaiter comme fils. Les parents ont hoché la tête en signe d'accord, souriant à Marc, qui a réussi à esquisser un faible sourire en retour. J'ai senti mon estomac se nouer, pressentant où ce discours allait mener, mais espérant avoir tort. Léna, d'un autre côté, a dit maman en se tournant pour me regarder directement, a toujours été le mouton noir de cette famille. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai senti mon visage devenir brûlant, et pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Autour de la pièce, j'ai vu les membres de ma famille hocher la tête pensivement, comme si maman venait de formuler quelque chose qu'ils pensaient tous, mais était trop polie pour le dire. Elle est juste si différente du reste d'entre nous, a poursuivi maman, apparemment inconsciente du fait qu'elle m'humiliait devant toute notre famille élargie. Si froide et axée sur l'argent, elle ne comprend pas ce que la famille signifie vraiment. L'ironie était si écrasante que j'ai failli rire. J'étais là, la personne qui avait discrètement soutenu financièrement cette famille pendant des années, qualifiée publiquement de quelqu'un qui aime et comprend pas ce que signifie la famille. La femme qui avait financé leur mensualité de prêt immobilier, couvert leurs urgences et payé leurs célébrations, était qualifiée de froide et axée sur l'argent. Mais quelque chose d'étrange s'est produit à ce moment-là. Au lieu de la honte et de la douleur habituelle que je ressentais lorsque ma famille me critiquait, j'ai ressenti quelque chose de totalement différent. J'ai ressenti de la colère. Pas la colère silencieuse et réprimée que je portais depuis des mois, mais une fureur nette et claire qui a traversé des années de culpabilité et de confusion. Je me suis levée lentement, posant mon assiette à dessert sur la table basse avec une précision délibérée. La pièce était devenue complètement silencieuse, tout le monde me fixant, s'attendant probablement à ce que je m'excuse, que je me défende ou que je sorte de la pièce en larmes. Au lieu de cela, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire amical ou un sourire nerveux. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin atteint son point de rupture et qui était sur le point de révéler une vérité qui choquerait tout le monde dans cette pièce. « Parfait », ai-je dit, ma voix calme et stable, malgré l'adrénaline qui parcourait mon corps. Alors arrêtez d'utiliser mon argent pour rester à flot. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé le visage de ma mère devenir complètement vide. Sa tasse de café suspendue à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Autour de la pièce, les parents se regardaient les uns les autres, puis moi, essayant de comprendre ce que je venais de dire. Le silence s'est prolongé pendant ce qui a semblé être des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Je pouvais voir les rouages tourner dans la tête de ma mère alors qu'elle essayait de trouver comment répondre. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'est sorti. « De quoi parles-tu » a-t-elle finalement réussi à dire, sa voix beaucoup plus faible qu'elle ne l'avait été quelques instants auparavant. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Pendant des années, j'avais tenu des registres méticuleux de chaque virement, de chaque paiement, de chaque contribution que j'avais faite à la stabilité financière de ma famille. Ce qui avait commencé comme une bonne tenue de livre était sur le point de devenir l'arme la plus puissante que j'ai jamais maniée. Je parle des 1 500 € que je vire sur votre compte courant chaque mois pour couvrir votre prêt immobilier, ai-je dit en faisant défiler mon historique de transactions. Je parle des 8 000 € que j'ai contribué au mariage de Marc, des 3 000 que je vous ai donnés quand l'entreprise de papa a fait faillite, des 1 200 pour les frais médicaux de maman. Autour de moi, je vois Yaès, les expressions des membres de la famille passer de la confusion au choc.
L'oncle Robert se penchait en avant sur sa chaise, me fixant, la bouche légèrement ouverte. Tante Hélène avait posé sa tasse de café et regardait alternativement mes parents et moi. « Léna, s'il te plaît » a chuchoté maman, sa voix suppliante. Ce n'est ni le moment ni le lieu pour discuter de ça. C'est toi qui as choisi le moment et le lieu. Ai-je interrompu, surprise par la force de ma propre voix. Tu t'es levé devant tout le monde ici et tu m'as traité de mouton noir de la famille. Tu as dit que je ne comprenais pas ce que signifie la famille. Alors, parlons de ce que la famille signifie vraiment. J'ai continué à faire défiler mon téléphone, énumérant des montants et des dates spécifiques. 15 septembre, 2000 € pour les réparations de la voiture de Marc. 3 octobre, 500 € pour les factures quand vous étiez en retard. 20 novembre, 800 € pour 800. Eurent les courses et les dépenses du ménage. Marc fixait le sol, le visage rouge de honte. Je me suis rendu compte que certaines de ses contributions lui avaient probablement été présentées comme des cadeaux ou un soutien de nos parents, et non comme de l'argent provenant directement de mon compte bancaire. Au cours des 4 dernières années, ai-je continué, ma voix se renforçant à chaque révélation. J'ai contribué à plus de 47 000 € aux dépenses de cette famille. 47 000 € tout en écoutant des leçons sur le fait que je ne me soucie pas de la famille et que je ne pense qu'à l'argent. La cousine Jennifer secouait la tête, incrédule. « Léna, nous n'en avions aucune idée, » dit-elle doucement. « Bien sûr que non, » ai-je répondu. « Parce que Dieu nous en préserve. Il ne faudrait pas que quelqu'un sache que le mouton noir était celui qui maintenait cette famille à flot financièrement. » C'est tellement plus facile de maintenir le récit que Marc est le attentionné et que je suis la carriériste égoïste. J'ai regardé directement Marc, qui ne pouvait toujours pas croiser mon regard. Parle-leur de ton problème d'alcool, Marc. Dis-leur comment tu as perdu ton dernier emploi pour t'être présenté ivre. Dis-leur comment Sarah est partie parce qu'elle en a eu marre de soutenir un homme adulte qui ne pouvait pas gérer les responsabilités de base. « Léna, arrête !» a dit maman, la voix brisée. « Pourquoi devrais-je m'arrêter ?» ai-je demandé. « Tu ne t'es pas arrêté quand tu as décidé de m'humilier devant tout le monde. Tu n'as pas pensé à t'arrêter quand tu m'as traité de froide et d'axée sur l'argent, alors que je finance littéralement votre vie depuis des années. » Je me suis tournée pour m'adresser à la salle pleine de parents qui avaient été si prompts à me juger et à louer Marc. Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre Marc et moi? J'assume la responsabilité de ma vie et de mes choix. Je travaille dur. Je paie mes factures. Et quand ma famille a besoin d'aide, je la fournis sans qu'on me le demande et sans attendre de reconnaissance. Marc, d'un autre côté, est un homme de 35 ans qui n'a jamais réussi à subvenir à ses propres besoins. Son idée de prendre soin de la famille, c'est de laisser sa petite sœur tout payer pendant qu'on le félicite pour son bon cœur. La vérité jaillissait de moi comme l'eau d'un barrage qui cède. Des années de ressentiments refoulés, des mois de critiques avalées et des décennies d'incompréhension remontaient toutes à la surface en même temps. Alors, si être responsable fait de moi le mouton noir? Dis-je en regardant les visages choqués autour de moi. Alors je suis fière d'être différente de vous tous. Je n'avais pas fini. 4 ans de frustration s'étaient accumulés pour ce moment, et j'allais m'assurer que tout ce qui devait être dit le serait. Je suis retournée à mon téléphone et j'ai commencé à lire d'autres exemples spécifiques, chacun atterrissant comme un nouveau coup porté au récit soigneusement construit de ma famille. Laissez-moi vous parler des autres façons dont ce mouton noir a soutenu sa famille. Ai-je continué, ma voix stable et claire. Noël dernier, quand tout le monde louait Marc pour ses cadeaux attentionnés, c'est moi qui les ai payés. La montre qu'il a offerte à papa, le collier qu'il a offert à maman, les jouets pour les enfants de la cousine Amélie.
600 € débités sur ma carte de crédit. Tante Hélène a eu un hoquet audible. L'oncle Robert regardait Marc avec une expression complètement différente de celle qu'il avait plus tôt dans la soirée. « Et parlons de cette maison », dis-je en désignant le salon de mes parents. La même maison où l'on me traite de mouton noir alors que je suis assise à une table que j'ai aidé à payer. Quand vous aviez besoin d'un nouveau toit, au printemps dernier, d'où venaient les 3 000 € d'acompte? Qui a couvert la réparation d'urgence quand la chaudière est tombée en panne en janvier? Papa était affalé sur sa chaise, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pour la première fois de toute cette confrontation, il a pris la parole. « Léna, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait. » « Vraiment ?» ai-je interrompu. Parce que la gratitude ne s'accompagne généralement pas d'humiliation publique. La gratitude n'implique pas de qualifier la personne qui vous soutient de froide et d'axée sur l'argent. Je me suis tournée vers Marc, qui me regardait enfin, bien que ses yeux fussent remplis de honte plutôt que de l'arrogance habituelle que j'avais l'habitude de voir. « Et toi ?» dis-je en le pointant du doigt. « Tu vis gratuitement dans cette maison depuis 3 mois. Tu manges de la nourriture que j'ai aidé à payer. Tu conduis une voiture que j'ai aidé à réparer. Erreur. Tu utilises des services publics que j'ai aidé à couvrir. Et pas une seule fois tu n'as dit merci. Pas une seule fois tu n'as reconnu d'où tout cela venait. Au lieu de ça, tu restes assis là pendant que tout le monde parle de ton bon cœur et du potentiel que tu gaspilles. Tu sais quoi? Ce que tu gaspilles, en réalité, c'est mon argent, mon temps, mon énergie, ma volonté de continuer à prétendre que cette dynamique familiale est normale ou saine. Je pouvais voir des larmes se former dans les yeux de maman, mais je ne ressentais aucune sympathie. Elle avait créé cette situation avec sa déclaration publique, et maintenant, elle allait entendre toute la vérité sur les finances familiales qu'elle avait cachées à tout le monde. « Voici ce qui va se passer », ai-je annoncé, m'adressant à toute la pièce. À compter de maintenant, la banque Léna est définitivement fermée. Plus d'aide pour le prêt immobilier, plus de fonds d'urgence, plus de ouverture des frais de subsistance de base de Marc pendant qu'il se trouve. Le silence était assourdissant. Je pouvais presque entendre les engrenages tourner dans la tête de chacun alors qu'ils réalisaient ce que cela signifierait pour la situation financière de mes parents. « Mais Léna ?» commença maman, sa voix désespérée. « Nous ne pouvons pas nous en sortir sans… » « Mon aide, » ai-je terminé. « Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider d'humilier publiquement la personne qui vous maintenait à flot. » J'ai attrapé mon sac à main et ma veste sur la chaise où je les avais laissés des heures plus tôt, quand j'étais arrivée en tant que fille dévouée, prête à contribuer à une autre célébration familiale. « J'en ai fini d'être le mouton noir, » dis-je en regardant une dernière fois la pièce. « J'en ai fini d'être le membre de la famille qui ne comprend pas ce que signifie la famille. J'en ai fini de financer un groupe de personnes qui ont si peu d'estime pour moi qu'ils m'insultent devant tout le monde, tout en dépensant mon argent. » Alors que je me dirigeais vers la porte, je me suis retournée pour livrer un dernier message. « Vous voulez savoir quelle est la vraie différence entre Marc et moi? Je vais sortir d'ici ce soir et me construire une vie entourée de gens qui m'apprécient vraiment. Marc va rester ici et découvrir ce que c'est que d'être un adulte sans le soutien financier de sa petite sœur. » Je suis sortie, laissant toute ma famille élargie assise dans un silence stupéfait, se demandant probablement comment la soirée était passée d'un dîner de réveillon normal à la destruction complète de l'arrangement financier de notre famille. Les semaines qui ont suivi ma confrontation du réveillon de Noël ont été différentes de tout ce que j'avais connu. Pour la première fois en 4 ans, mon téléphone ne sonnait pas constamment avec des demandes d'aide financière. Pour la première fois depuis que j'avais commencé ma carrière, mon salaire était réellement le mien, à dépenser comme je le souhaitais. Le silence de ma famille a été initialement écrasant. J'étais devenue si habituée à être nécessaire, même si ce besoin s'accompagnait de critiques et de manque de respect,
que l'absence soudaine d'appels de crise m'a laissé avec un étrange sentiment de vide. Mais au fil des jours, ce vide a été remplacé par quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Maman a été la première à appeler, exactement 6 jours après Noël. Sa voix était faible et pleine de remords, complètement différente du ton confiant qu'elle avait utilisé en m'humiliant devant nos proches. « Léna, ma chérie, nous devons parler », a-t-elle commencé. Je pense qu'il y a eu quelques malentendus au dîner, et nous devrions mettre les choses au clair. Il n'y a eu aucun malentendu, maman, ai-je répondu calmement. Tu m'as traité de mouton noir de la famille devant tout le monde, et je t'ai dit exactement ce que j'en pensais. Tout est parfaitement clair. Mais ma chérie, tu sais que nous t'aimons. Tu sais que nous apprécions tout ce que tu as fait pour nous. Je pense juste que parfois tu prends les choses de la mauvaise manière. La conversation a duré 20 minutes, maman alternant entre des excuses pour avoir blessé mes sentiments et des tentatives pour minimiser ce qui s'était réellement passé. Elle n'arrêtait pas de qualifier ma réaction de disproportionnée et de suggérer que j'avais mal interprété ses commentaires. Ce qu'elle n'a pas fait, c'est reconnaître la réalité de leur dépendance à mon soutien financier, ou admettre que me traiter de froide et d'axer sur l'argent tout en vivant littéralement de mon argent était profondément hypocrite. L'approche de Marc était complètement différente. Ses appels téléphoniques étaient colériques et accusateurs, comme si je l'avais trahi en révélant la vérité sur les finances de notre famille. Tu n'étais pas obligé de me mettre dans l'embarras devant tout le monde, a-t-il dit lors d'une conversation particulièrement houleuse. Tu aurais pu me parler en privé si tu avais un problème avec la situation. J'ai essayé de te parler en privé pendant des mois, ai-je rétorqué. J'ai essayé de suggérer que tu devrais peut-être chercher un traitement pour ton alcoolisme. J'ai essayé de t'encourager à trouver un emploi stable. J'ai essayé d'avoir des conversations raisonnables sur les limites et les attentes. Rien de tout cela n'a fonctionné. Alors, tu as décidé de m'humilier à la place. Le manque de conscience de soi était stupéfiant. Marc semblait sincèrement croire qu'il était la victime dans cette situation, que ma décision d'arrêter de financer son style de vie était une attaque personnelle contre lui. Pendant cette même période, quelque chose de merveilleux se passait dans d'autres domaines de ma vie. Thomas et moi passions plus de temps ensemble, et sans le stress constant des crises financières familiales, j'étais capable d'être plus présente dans notre relation. Nous faisions des escapades le week-end que je n'avais pas à annuler pour des urgences. Nous faisions des plans pour dîner qui n'étaient pas interrompus par des appels désespérés. Tu sembles différente, a observé Thomas un soir alors que nous nous promenions en ville après un film. Plus détendu, plus toi-même. Il avait raison. Pendant des années, j'avais porté le poids des problèmes financiers de ma famille sur mes épaules, et je n'avais pas réalisé à quel point ce fardeau affectait tous les autres aspects de ma vie. Sans ce stress constant, je me sentais plus légère, plus confiante, plus capable de me concentrer sur mes propres objectifs et rêves. Au travail, ma productivité a considérablement augmenté sans que les crises familiales ne requièrent mon attention. J'ai pu prendre de nouveaux projets et responsabilités. Mon supérieur a remarqué le changement et a commencé à discuter d'opportunités d'avancement que je n'avais jamais considérées comme possibles. Mais le changement le plus significatif concernait la façon dont je me voyais. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne définissais pas ma valeur par ce que je pouvais donner aux autres. Je ne mesurais pas ma valeur par ma capacité à résoudre les problèmes de tout le monde. J'apprenais à apprécier mes propres réalisations et à donner la priorité à mon propre bonheur. 3 mois après Noël, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Maman pleurait, mais cette fois, ce n'étaient pas les larmes manipulatrices auxquelles j'étais habituée. C'étaient des larmes de désespoir authentique. Léna,
Nous allons perdre la maison, a-t-elle dit. Nous ne pouvons pas payer les mensualités. T. Dupré sans ton aide et la banque a entamé une procédure de saisie immobilière. Ton père parle de déposer un dossier de surendettement. Pendant un instant, j'ai ressenti l'attraction familière de la culpabilité et de la responsabilité. C'étaient maintenant mes parents, les gens qui m'avaient élevé, et ils faisaient face à une vraie crise. Chaque instinct que j'avais développé au cours des 4 dernières années me disait d'intervenir et de résoudre le problème. Mais ensuite, je me suis souvenu de la sensation d'être assise dans ce salon, traitée de mouton noir, entourée de gens qui n'avaient aucune idée de tout ce que j'avais sacrifié pour ma famille. Je me suis souvenu des années de critiques déguisées en inquiétude, des insinuations constantes que quelque chose n'allait pas chez moi parce que j'étais réussie et indépendante. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Mais c'est exactement le genre de situation que les adultes doivent résoudre par eux-mêmes. Mais Léna, nous sommes ta famille. Nous avons besoin de toi. Vous aviez besoin de moi pendant 4 ans. Et pendant tout ce temps, on m'a fait sentir comme une étrangère dans ma propre famille. Tu ne peux pas avoir les deux, maman. Tu ne peux pas me traiter de mouton noir et ensuite t'attendre à ce que j'agisse comme une fille dévouée quand ça t'arrange. La conversation avec maman ce jour-là a marqué le début de la période la plus difficile de toute cette expérience, mais aussi la plus importante. Au cours des mois suivants, ma famille a été forcée de faire face à la réalité de sa situation financière sans mon filet de sécurité. Et les résultats ont été à la fois douloureux et finalement nécessaires. Papa a ravalé sa fierté et a pris un emploi dans une autre entreprise de construction au lieu d'essayer de reconstruire la sienne. Le salaire était plus bas que ce qu'il gagnait auparavant, mais c'était un revenu stable avec des avantages sociaux. Plus important encore, c'était un travail qu'il pouvait réellement faire au lieu de compter sur mes contributions pour combler la différence entre les revenus en baisse de son entreprise et leurs dépenses. Maman a pris des heures supplémentaires au grand magasin où elle travaillait à temps partiel. Elle a également commencé à examiner sérieusement leur budget mensuel, coupant les dépenses qui semblaient nécessaires quand ils avaient mon soutien financier, mais qui étaient en réalité des luxes qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Plus significativement, ils ont déménagé dans un logement plus petit. La maison de 4 chambres où j'avais grandi était trop chère pour eux à entretenir avec leurs revenus réels, et sans mon aide, ils ne pouvaient plus faire semblant. Ils l'ont vendu et ont emménagé dans un appartement plus petit qu'ils pouvaient se permettre avec leur salaire, comme Binet. Marc a fait face aux changements les plus spectaculaires. Sans logement gratuit et sans mon soutien financier, il a été forcé de faire face à son problème d'alcool et à son habitude d'éviter les responsabilités. La transition n'a pas été facile. Il a encore perdu plusieurs emplois et a dû emménager chez un ami lorsque nos parents ont déménagé. Mais quelque chose d'intéressant s'est produit au bout de 6 mois de ce nouvel arrangement. Marc a intégré un programme de traitement et a commencé à prendre sa sobriété au sérieux. Il a trouvé un travail dans un entrepôt qui n'était pas prestigieux, mais qui lui fournissait un revenu stable et une assurance maladie. Pour la première fois depuis des années, il subvenait à ses propres besoins. Pendant cette période, j'ai maintenu un contact minimal avec ma famille. Je n'étais plus en colère, mais je n'étais pas non plus prête à reconstruire des relations qui avaient été basées sur la dépendance financière et le ressentiment mutuel. J'avais besoin d'espace pour découvrir qui j'étais quand je n'essayais pas constamment de sauver tout le monde. Thomas et moi nous rapprochions, et il m'a aidé à comprendre quelque chose d'important sur les relations saines. Les gens qui t'aiment vraiment ne te font pas choisir entre être toi-même et être accepté, a-t-il dit un soir alors que nous discutions de ma situation familiale. Ils t'aiment pour qui tu es, pas malgré cela. Cette observation m'a aidé à réaliser quelque chose de crucial sur la dynamique de ma famille. Pendant des années,
J'avais essayé de gagner l'amour et l'acceptation en étant utile, en résolvant des problèmes, en me rendant indispensable. Mais ce genre d'amour est assorti de conditions, et ces conditions peuvent changer chaque fois que cela arrange l'autre personne. Le véritable amour, celui que Thomas me montrait, et celui que j'apprenais à me montrer à moi-même, n'exige pas que vous sacrifiez votre propre bien-être pour prouver votre valeur. Le véritable amour apprécie vos contributions sans les exiger. Le véritable amour ne vous insulte pas pour ensuite s'attendre à ce que vous continuiez à fournir un soutien. 8 mois après ma confrontation du réveillon, j'ai reçu un appel très différent de maman. Sa voix était calme, pas désespérée. Elle n'appelait pas pour demander de l'argent ou pour me culpabiliser de reprendre mon soutien financier. « Léna, je veux que tu saches que ton père et moi avons beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé à Noël et aux années qui ont précédé cette soirée. » a-t-elle dit. « Nous avons réalisé que nous avons profité de ta générosité et nous n'avons pas réussi à te montrer l'appréciation et le respect que tu méritais. » C'était la première véritable excuse que je recevais de quelqu'un de ma famille, et cela m'a prise complètement au dépourvu. « Nous nous débrouillons seul. Laisse maintenant » a-t-elle poursuivi. « Ça a été difficile, mais nous y arrivons. Marc va mieux aussi. Il est sobre depuis 4 mois et il garde son travail. Je pense que nous avions peut-être tous besoin d'apprendre à prendre soin de nous-mêmes au lieu de dépendre de toi pour résoudre nos problèmes. » La conversation a duré plus d'1 heure et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de parler à ma mère plutôt qu'à quelqu'un qui me voyait principalement comme une ressource financière. Elle m'a posé des questions sur mon travail, ma relation avec Thomas, mes projets d'avenir. Elle a écouté mes réponses sans essayer de réorienter la conversation vers les problèmes ou les besoins de la famille. Plus important encore, elle a reconnu quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre de sa part. « Tu n'as jamais été le mouton noir, Léna. Tu étais la plus forte, et au lieu de célébrer ça, nous t'en avons voulu. Nous t'avons... On fait sentir que quelque chose n'allait pas chez toi parce que tu étais réussie et indépendante, alors que nous aurions dû être fiers de la femme que tu es devenue. » 1 an complet après ce dîner de réveillon qui a changé ma vie, je me trouvais dans un endroit complètement différent, à la fois littéralement et émotionnellement. Thomas et moi avions emménagé ensemble et j'apprenais ce que c'était que d'être dans une relation basée sur le respect mutuel et l'affection sincère, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. Ma carrière s'était épanouie sans la distraction constante des crises financières familiales. J'avais été promue analyste senior et je travaillais sur certains des projets les plus stimulants et intéressants de ma carrière. Plus important encore, j'étais capable de profiter de mon succès sans me sentir coupable ou sur la défensive à propos de mes choix. La relation avec ma famille avait lentement commencé à se reconstruire, ruire, mais sur des bases complètement différentes. Nous nous parlions régulièrement maintenant, mais les conversations portaient sur un intérêt sincère pour la vie des uns et des autres, plutôt que sur des demandes d'aide ou des critiques déguisées en inquiétude. Pour les vacances ou les occasions spéciales, j'étais incluse comme un membre de la famille apprécié, plutôt que d'être traitée comme une étrangère qui se trouvait être utile. La relation avec Marc était la plus difficile à réparer, mais même celle-ci s'était considérablement améliorée. Sa sobriété lui avait donné une clarté sur notre dynamique familiale qu'il n'avait jamais eue auparavant, et il a finalement appelé pour s'excuser pour les années où il avait pris mon soutien pour acquis. « Je n'ai jamais dit merci », a-t-il admis lors d'une conversation particulièrement honnête. « Pas une seule fois en 4 ans, je n'ai reconnu ce que tu faisais pour moi. » J'étais tellement pris par mon apitoiement sur moi-même que je ne pouvais pas voir à quel point tu te sacrifiais pour m'aider. L'excuse a beaucoup compté, mais ce qui a compté encore plus, c'est de le voir prendre réellement la responsabilité de sa propre vie. Il travaillait toujours à l'entrepôt, mais il avait été promu à un poste de superviseur.
Il sortait avec quelqu'un de nouveau, une femme qui appréciait ses efforts pour rester sobre et construire une vie stable. Pour la première fois depuis le lycée, Marc était quelqu'un que je pouvais réellement respecter. Papa avait peut-être changé plus que quiconque. Travailler pour quelqu'un d'autre au lieu d'essayer de diriger sa propre entreprise avait été une leçon d'humilité. Mais cela l'avait aussi soulagé d'un stress énorme. Il semblait en meilleure santé et plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années. Et il avait développé une nouvelle appréciation pour la sécurité qui vient d'un emploi stable et d'une vie selon ses moyens. Je pensais que demander de l'aide signifiait que j'échouais, m'a-t-il dit lors d'une de nos visites mensuelles pour le dîner. Mais je réalise maintenant que le véritable échec a été de laisser ma fierté te mettre autant de pression. Tu n'aurais pas dû avoir à porter le fardeau de maintenir cette famille à flot. Maman était retournée à l'école pour obtenir sa certification d'assistante médicale et elle travaillait dans un cabinet médical où elle se sentait valorisée et productive. Le stress financier qui avait dominé notre vie de famille pendant des années avait disparu, remplacé par la satisfaction de l'autosuffisance. Mais le changement le plus important était dans la façon dont je me voyais dans mes relations. J'avais appris à poser des limites sans me sentir coupable. J'avais découvert que le véritable amour ne nécessite pas un sacrifice constant pour être maintenu. J'avais trouvé la confiance nécessaire et pour donner la priorité à mon propre bonheur sans m'en excuser. Thomas m'a demandé en mariage un samedi matin dans notre cuisine, alors que nous préparions le petit déjeuner et planifions notre week-end. Ce n'était pas un grand geste ou une démonstration publique, juste un moment tranquille entre deux personnes qui avaient trouvé quelque chose d'authentique ensemble. « J'aime que tu saches qui tu es », a-t-il dit en glissant la bague à mon doigt. « J'aime que tu te défendes. J'aime que tu sois assez forte pour t'éloigner des gens qui ne te traitent pas bien, même quand ces gens sont ta famille. » En repensant à cette confrontation de Noël, j'ai réalisé que cela avait été le moment le plus important de ma vie d'adulte, même si j'avais eu l'impression que tout s'effondrait à l'époque. Parfois, il faut être prêt à perdre tout ce que l'on pense vouloir pour trouver ce dont on a réellement besoin. J'avais passé des années à essayer de gagner l'amour et l'acceptation de ma famille en étant utile, en résolvant leurs problèmes, en me rendant indispensable. Mais ce genre de relation n'est pas durable et n'est sain pour personne. La vraie leçon ne concernait pas l'argent, la dynamique familiale ou l'établissement de limites. Bien que toutes ces choses fussent importantes, la vraie leçon portait sur le respect de soi et le courage d'exiger que les gens dans votre vie vous traitent avec la même considération que vous leur montrez. Être qualifié de mouton noir m'avait blessé car cela confirmait ma plus grande peur, que je n'avais pas vraiment ma place dans ma propre famille. Mais ce que j'ai appris, c'est que l'appartenance n'est pas quelque chose que l'on gagne en se changeant pour correspondre aux attentes des autres. L'appartenance est quelque chose que l'on crée en trouvant des gens qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement. Aujourd'hui, j'ai des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. J'ai une carrière qui me stimule et m'épanouit. J'ai un partenaire qui m'aime pour ma force plutôt que de m'en vouloir pour cela. Et j'ai une famille qui comprend enfin la différence entre prendre soin les uns des autres et profiter les uns des autres. L'étiquette de mouton noir qui m'a tant blessée est devenue une source de fierté. Si être différente des gens qui s'attendent à ce que les autres financent leur irresponsabilité fait de moi le mouton noir, alors je suis exactement là où je dois être. Avez-vous déjà été dans une situation où vous deviez choisir entre maintenir la paix et vous défendre? Comment avez-vous géré les membres de votre famille qui prenaient votre générosité pour acquise? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, merci de lui donner un « j'aime » et de vous abonner pour plus d'expériences de vie réelles sur l'établissement de limites et la découverte de sa propre valeur.
Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est parfois acceptable de se mettre en premier. Merci d'avoir écouté mon histoire et souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous êtes prêt à sacrifier pour des gens qui ne vous apprécient pas. Jusqu'à la prochaine fois. Continuez à vous défendre et à construire des relations qui célèbrent qui vous êtes.